Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur un sujet méthodologique déjà abordé, la restitution de connaissances. C'était ma première vidéo sur ma chaîne si vous vous en souvenez bien. Une des erreurs souvent faites lors de la restitution de connaissances, c'est de réciter son cours. Alors oui, c'est le titre, restitution de connaissances. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on attend de vous. Tout d'abord, vous devez choisir un plan. Réciter son cours d'une traite, c'est le meilleur moyen d'endormir son correcteur. Ne vous endormeriez-vous pas pareillement si votre prof se contentait de vous déballer le cours ainsi? Il existe plein de types de plans, mais je n'ai pas encore eu le temps de tous les essayer. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les différents plans quand j'aurai un peu plus d'expérience. Je me contente ici de vous rappeler son importance. Bon, grâce au plan, vous savez où vous allez, quelles connaissances vous voulez mobiliser et pour prouver quoi. Mais vos connaissances, vous devez les expliquer. Et oui, ce n'est pas que du par cœur. En classe, vous avez fait des activités. C'est la majeure partie de notre temps en SP, je dirais même. On fait notamment des études de documents et des TP. Les classiques. C'est même grâce à eux qu'on va justifier nos connaissances. Pour les restituer, vous devez les apprendre. Et là, je vous vois déjà partir en courant devant la masse d'informations. Je vais donc vous donner ma technique. En exclusivité, oui, pour les exploiter en restitution de connaissances. Tout d'abord, prenez le temps de comprendre votre cours. Si vos notes sont brouillonnes et que vous ne pouvez pas les relire, recopiez-les. Si c'est un polycopié avec des formulations compliquées du prof, faites l'effort de le comprendre, quitte à le reformuler. Le cours doit être compris avant d'être appris. Ensuite, prenez les infos importantes du cours et cherchez dans vos activités où vous l'avez appréhendé. Un exemple. Dans mon cours, il est écrit « Le risque pour un fœtus d'être malade est plus élevé pour une maladie héréditaire dominante que récessive. » J'ai déjà compris la phrase, qui est un bon début. Ensuite, j'ai retrouvé l'activité 1, une étude de doc sous forme de géniali, où on a évoqué ce sujet pour la première fois. On observait alors des tableaux de croisement. Je peux donc justifier cette connaissance ainsi. Quand une maladie héréditaire est dominante, l'individu est malade, même avec un seul allèle muté, même s'il est hétérozygote. Au contraire, pour une maladie héréditaire récessive, l'individu doit être homozygote, avoir 2 fois les mêmes allèles. Donc là, c'est du cours. Vraiment, j'ai récité mon cours. Ensuite, là vient l'exemple. Vient ce qui vient justifier. En faisant un tableau de croisement, on peut observer qu'un enfant avec un parent malade ayant 2 allèles mutés et un parent sain avec 2 allèles sains, désolé pour la faute, sera forcément malade pour une maladie héréditaire dominante et forcément porteur sain pour une maladie héréditaire récessive. En comparant différents cas avec des tableaux de croisement, on déduit que le risque pour un fœtus d'être malade est plus élevé pour une maladie héréditaire dominante que récessive. Donc là, j'ai mis le tableau de croisement, donc c'est un petit schéma, j'ai bien mis le titre, tableau de croisement décrit, là j'ai souligné pour bien que ce soit en évidence. Mais en gros, c'est parce que mon explication, elle n'était pas hyper claire quand même sur imaginons que, etc. Or, je parle de tableau de croisement, ça a coûté rien. Donc vraiment, je me suis dit, autant en faire un, comme ça je suis sûre d'être hyper bien comprise. Franchement, faites des schémas, ça peut être hyper utile. Du coup, on voit qu'au début, j'ai récité mon cours. Ensuite, j'ai donné du coup ma justification, donc avec l'information importante, c'était vraiment les tableaux de croisement, donc je l'ai placé, j'ai même développé et tout. Et à la fin, j'ai refait une petite phrase de conclusion. On déduit que le risque pour un fœtus d'être malade est plus élevé pour une maladie héréditaire dominante que récessive. Voilà, pour un exemple. Maintenant, ce que je fais, et là où réside ma vraie technique, c'est que je viens ficher tout ça. J'écris mon cours. Je fais aussi ça à l'ordinateur si je veux ajouter des images. En noir. Et à côté de chaque point qui nécessiterait d'être justifié, j'écris en bleu la technique qui permet de le justifier. Déjà, en faisant ça sérieusement, je vous promets que vous connaissez votre cours. Après, vous n'avez plus qu'à réviser votre fiche. Vraiment, c'est hyper pratique parce que vous sortez juste votre fiche et vous avez tout, des résumés, des activités et tout. Pas la peine de se trimballer le gros classeur. Je vous mets un exemple avec un extrait de ma fiche sur les zones de convergence, une de mes meilleures, à l'écran. Donc, alors là, c'est le début de la fiche. En haut, il y avait évidemment le titre du chapitre, des petits rappels et le grand 1. Donc là, je vous ai pris la partie A du grand 1 sur les séismes. Donc, on voit que j'ai écrit le cours en noir. Les zones de subduction peuvent être repérées par une fosse océanique, un arc volcanique, un alignement d'îles volcaniques ou une cordillère. Et donc ensuite, comment je prouve ça?
Et bien grâce à la bathymétrie, donc je mets la définition parce que pour les termes comme ça, hyper important de connaître les définitions, on peut déduire le relief des zones de subduction. Et j'ai mis une image. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Personnellement, ça m'aide énormément parce que quand je suis en cours, alors en train de faire les vals, j'imagine que je suis en train de repasser mon cours. Où sont les infos? Ah, c'était à côté de cette image. Oui, je me souviens de tout. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier point du cours. Vraiment, c'est exactement la justification. Et si j'avais dû justifier, j'aurais dit. Grâce à la bathymétrie, la mesure de la profondeur des océans, on peut déduire le relief des zones de subduction. On observe alors qu'elles sont repérées par une fosse océanique et un arc volcanique, c'est-à-dire un alignement d'îles volcaniques ou une cordillère. Et là, franchement, j'ai justifié trop bien. Alors j'en ai un autre. Les foyers sismiques sont de plus en plus profonds en allant de la fosse vers l'arc volcanique. L'arc volcanique est repérable par l'alignement de différentes îles volcaniques. Les séismes sont répartis selon le plan de Wadati-Benioff, d'inclinaison variable. Ils peuvent aller jusqu'à 700 km de profondeur, il y a donc une présence de matériel froid et rigide. Ici, on observe du matériel froid et cassant, en bleu, où les ondes sismiques sont accélérées, et des zones rouges ductiles et chaudes, où les ondes sismiques sont ralenties. Donc voilà, et alors on voit pas, mais en dessous j'avais remis la définition de tomographie sismique. C'est juste qu'elle est plus longue, comme j'ai mis. Franchement, si j'avais dû justifier ça, je pense que j'aurais fait le schéma. J'aurais appris les profondeurs, globalement, j'aurais colorié vite fait, et vraiment, ça m'aurait permis de hyper bien justifier ce que je montrais. Voilà, donc un exemple, un extrait de ma fiche, mais du coup, généralement, mes fiches, elles sont très longues, je vous avoue, ça me prend pas mal de temps. Mais vraiment, croyez-moi, vous connaissez votre cours après ça. Du coup, les points d'attention pour la restitution. Premièrement, on ne récite pas sa fiche, pas plus qu'on ne récite son cours. C'est la même chose, vous aurez juste ajouté des expériences. Or, vous avez besoin d'un plan adapté au sujet et vous choisissez vos connaissances. Vous n'avez pas récité toute votre fiche, vous allez choisir dans votre fiche ce qui va vous permettre de répondre à votre problématique. Ensuite, n'écrivez surtout pas votre copie. On a vu dans le doc 1 de l'activité 5 que blablabla. Au bac, votre correcteur ne sera pas votre prof et ne connaîtra pas ce document. Donc rien ne sert d'apprendre les références des documents, apprenez plutôt ce qui se passe dedans, ça permet de prouver. Ensuite, quand vous évoquez une expérience historique, même si elle est très connue, vous devez l'expliquer. Vous donnez son nom, décrivez rapidement le protocole, ce qu'on observe, puis ce qu'on déduit. Alors pour ce type de truc, je vous conseille de faire des schémas pour gagner du temps, vraiment c'est hyper utile. Mais là encore, partez du principe que même si l'expérience est hyper connue et que tout le monde la connaît et votre correcteur la connaîtra forcément, vous devez l'expliquer. Imaginez que vous vous adressez à quelqu'un qui ne connaît pas. Alors voilà maintenant 3 exemples que j'ai sélectionnés pour vous parmi tous ceux que j'ai fait. Mon professeur nous a donné en évaluation des phrases extraites du cours. On devait alors les justifier comme je vous ai expliqué. J'ai donc extrait des exemples de mes copies. Alors là, on devait prouver. Certains facteurs augmentent les probabilités de développer un cancer. Ok, donc d'abord je récite mon cours un peu sur les cancers. Le cancer est dû à une mutation des gènes qui codent pour la mitose. Celle-ci devient anarchique et cette accumulation de cellules mutées peut entraîner une tumeur à l'origine d'un cancer. Or, des facteurs extérieurs peuvent abîmer notre ADN, le casser. Ok, donc ça c'est mon cours. Maintenant, je cite des exemples de choses qui peuvent le casser du coup. Là c'est encore du cours, mais déjà on va un peu plus vers un exemple. Une exposition aux UV forte, le tabac, les pesticides. Ok. Maintenant, là, on passe vraiment à un exemple. Parce qu'en fait, j'avais pas d'expérience qui pouvait prouver ça. On avait fait un exercice sur ça et tout, mais c'était tout quoi. Bon, du coup, j'ai ressorti ce qui venait de l'exercice. Par exemple, la chlordécone augmente le risque de développer le cancer de la prostate. Les plants de pommes de terre doivent donc être surveillés en Guadeloupe où la chlordécone était très utilisée et imprégnée sol, car leur consommation pourrait entraîner une mutation des gènes qui codent pour la mitose, qui deviendrait anarchique et provoquerait un cancer de la prostate. Donc là, on voit que dans cet exemple, déjà à la fin de l'exemple, on reparle un peu de l'histoire de casser l'ADN, etc., et de mutation anarchique, de mitose anarchique, pardon. Et du coup, vraiment, en fait, l'exemple me permet de faire un lien avec le cours et de montrer son application dans la vie réelle. Et donc ça, c'est aussi un moyen, pour une phrase un peu plus compliquée, de justifier ses connaissances. Évidemment, je finis avec la petite phrase de conclusion. On en déduit donc que certains facteurs augmentent les probabilités de développer un cancer. Voilà, franchement, toujours utile. Mettez-la, ne l'oubliez pas parce que sinon on ne sait pas où vous voulez en venir, vraiment. Alors, deuxième exemple. Alors cette fois, c'est de la géologie. Là, les 2 prochains, de la géologie. Donc là, je devais prouver qu'il existe des dorsales rapides et des dorsales lentes. Vraiment hyper simple. Le truc, c'est que là, j'ai 10 000 choses pour le prouver. Vraiment, surtout qu'on avait fait une activité dédiée à ça. Comment prouver qu'il y a des dorsales lentes et des dorsales rapides. Et genre, on avait vraiment plein d'activités, plein de trucs. Donc, ce que j'ai décidé, au lieu de tous les développer, ce qui m'aurait pris trop de temps, et vraiment, j'aurais pas eu le temps pendant les balles,
c'est d'en développer une et de juste citer les autres. Donc, rappel de cours, comme d'hab. La surface de la planète est découpée en 14 plaques lithosphériques principales, plus une quarantaine de microplaques. Ces plaques sont mobiles les unes par rapport aux autres. Les dorsales, limites entre deux plaques, sont le lieu de naissance de la lithosphère océanique. Ok, donc ça c'est du cours. Maintenant, hop, rupture. Cependant, cette expansion océanique ne se fait pas toujours à la même vitesse. Ok, maintenant là je développe mon... Donc ce que j'avais choisi, la technique que j'avais choisi de développer, c'est la géodésie spatiale, c'était celle que je connaissais le mieux. Il y en a qui ont choisi d'autres choses, moi j'ai choisi ça. À la surface des plaques sont disposées des balises GPS. Des satellites géodésiques en orbite mesurent en permanence leur latitude, altitude et longitude avec une précision au millimètre près. En comparant ces valeurs avec des repères fixes, les méridiens et parallèles terrestres, on s'aperçoit que les plaques se déplacent à différentes vitesses. Ok, donc ça c'est vraiment, j'ai développé, il avait écrit bien, c'est pour ça qu'il y a un petit arc et tout, il avait bien aimé. Et franchement, c'était hyper cool, c'était du cours. Alors du coup, c'était pas du cours, c'était une activité mais que j'avais remis dans ma fiche, donc pour moi, désolée, je confonds un peu. Ensuite, je donne un exemple qui me permet à la fois de faire le lien entre ma justification et le sujet. Par exemple, la dorsale Est-Pacifique se déplace bien plus vite que la dorsale Médio-Atlantique. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en activité. Par contre, dans le cours, on avait bien vu les vitesses, et donc ça, je les replace. 9 à 18 cm par an contre 2 à 5 cm par an. Il existe donc des dorsales rapides et des dorsales lentes. Conclusion. Et par contre, vu qu'il existe bien d'autres trucs et tout, je les ai quand même mis, histoire de... Enfin, juste de le rappeler. Comme pourrait donc encore le confirmer l'étude des anomalies magnétiques des basaltes océaniques, des forages ou des chaînes de volcans intraplaques. Voilà, comme ça j'ai bien tout replacé, ça prouve que j'ai bien appris l'activité, mais en soi juste avec la géodésie spatiale c'était bon. Voilà pour ce deuxième exemple. Troisième exemple de géologie. Alors, là il fallait prouver les roches de la croûte océanique sont métamorphisées au cours du processus de subduction. Bon alors, lorsque la croûte océanique de la plaque subduite s'enfonce sous la plaque chevauchante, les conditions de pression et de température augmentent. Donc là, vraiment, je pense qu'on peut pas faire plus court, plus réciter, c'est juste à savoir. Mais voilà. On peut recréer ces conditions en laboratoire. Il nous l'avait dit en classe, c'était plusieurs fois, ça au moins on le savait. On observe alors que les roches de la croûte océanique sont métamorphisées. Il y a un changement de faciès métamorphique. On passe du schiste vert au schiste bleu à l'éclogite. Donc là, il m'a marqué défini, parce que effectivement, quand j'utilise des termes un peu compliqués du type faciès métamorphique ou métamorphisé et tout, c'est mieux de définir, et effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter pour aller plus loin, et je dirais même que là, ça aurait été essentiel de le faire. Partez du principe que votre correcteur ne connaît pas trop le sujet, quoi. Donc, ces faciès ne contiennent pas les mêmes roches. Entre le schiste bleu et l'éclogique, on passe par exemple du glaucophane au grenat, ce qui vient d'une réaction métamorphique. Donc là, moi j'avais appris du coup les roches principales de chaque faciès métamorphique, mais en gros ce qu'on avait aussi vu c'était des équations de réaction, du coup de changement d'état et des roches. Je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais voilà. Et évidemment il y avait plein de roches, les réactions étaient compliquées et je me suis dit je vais pas les apprendre. Par contre je vais bien voir et tout que ça, le glaucophane ça se devient du grenat, etc. Et que ce sont des réactions métamorphiques. Et donc à partir de là, je peux le replacer, même si je connais pas l'équation par cœur, et ça aurait rien servi que je renote toute l'équation, quoi. Là, c'était largement suffisant comme petite phrase. Ces observations en laboratoire, ces observations sont désolée, étant confirmées car on retrouve des roches métamorphisées, ces observations en laboratoire étant confirmées car on retrouve des roches métamorphisées qui sont remontées trop vite pour subir d'autres transformations. Alors là, il apparaît au niveau des fosses océaniques. Alors, quand je l'ai mis dans la phrase, ça avait du sens. Puis j'ai relu ma phrase et mais pourquoi je l'ai placé là? En fait, par rapport à ce que je voulais dire, j'aurais pu le placer, mais déjà c'était superflu et en plus, c'était vraiment placé au mauvais endroit, ça enlevait tout. Bref, désolé pour ça. On en déduit que les roches de la croûte océanique sont métamorphisées au cours du processus de subduction. Petite phrase de conclusion. Donc là, vu que ce sont des expériences en laboratoire, j'ai aussi dit qu'on pouvait l'observer vraiment dans la vie réelle, parce que c'est important de voir. Enfin, les expériences en laboratoire, ça a quand même beaucoup de limites, alors que les observations vraiment dans la vie réelle, ça a pas de limites. Et du coup, c'est très bien d'associer les deux. Voilà donc pour terminer cette vidéo. J'espère que je vous serai utile. Je reviendrai peut-être avec une vidéo sur les différents types de plans bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et du coup, à bientôt!